Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller à un repas de famille et qu'on vous demande quand est-ce que tu as l'intention de nous présenter quelqu'un? Pourquoi on demande toujours ces mêmes questions? Lorsqu'on est au repas de famille, c'est souvent qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as du travail? Comment ça se passe au travail? Et comment ça se passe en amour? Mais pourquoi personne ne demande comment ça se passe sur le plan amical? Et c'est justement le but de cet épisode aujourd'hui sur le podcast Audrey's Book Club. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-là. C'est Nos puissantes amitiés de Alice Rebaud. Donc, on va parler du résumé, des points clés et de pourquoi j'ai aimé ce livre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Audrey et voici mon podcast littéraire où je présente un épisode de lecture à peu près tous les vendredis. Et c'est une petite chronique sur un livre en 20 minutes, pas de spoil, et je vous donne l'envie de le lire. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, et n'hésitez pas à m'envoyer des messages puisque je réponds toujours. Je ne sais pas exactement comment vous êtes dans votre vie et quelle place vous donnez à l'amitié, mais en tout cas, je peux vous dire que dans la mienne, depuis 2-3 ans, c'est quelque chose de très très important. Parce qu'en fait, je me rends compte à quel point ça m'a permis de me construire, faire plein de choses, tester plein de choses et apprendre à découvrir des personnes autrement aussi. Et justement, on va commencer par ce livre. Donc je vais vous présenter brièvement l'autrice et ensuite de quoi il parle. C'est un grand résumé et on va rentrer dans le vif du sujet. Le livre en question a été écrit par Alice Rebaud. C'est une journaliste chez Le Monde et elle est très très intéressée par des questions qui sont plutôt actuelles. Et c'est justement lors d'articles qu'elle a dû écrire pour Le Monde qu'elle s'est rendue compte qu'on n'avait pas forcément une vision de l'amitié très très positive et qu'elle n'était pas si primordiale dans nos vies. Donc maintenant on passe au résumé du livre. Selon Alice Rebaud, l'amitié, c'est un espace de métamorphose, de découverte de soi et des autres. Dans ce livre, c'est ce qu'elle essaye d'aborder un peu à la méthode d'une analyse sociologique puisqu'on a des enquêtes quantitatives, mais c'est très accessible, c'est pas du tout dans le domaine scientifique, mais elle va interroger plusieurs personnes sur ce que c'est l'amitié pour eux et quel rôle joue l'amitié dans leur vie. Donc là, on va voir un peu plus en détail. Évidemment, je pense que tout le livre est intéressant. Tout le livre porte à se questionner, à remettre en question ce qu'on a toujours connu. Et moi, j'ai sélectionné quelques parties que je trouve particulièrement intéressantes et qui pourraient résumer un peu pourquoi ce livre vaut le détour. La première partie, c'est l'amitié comme espace d'émancipation. Alice, en fait, elle revient dès le début sur le fait que plus on devient adulte et plus on met en avant le rôle des relations amoureuses. C'est comme si toute notre vie devait tourner autour de notre couple et que plus rien d'autre comptait au moment où on commençait à être adulte. Tout est relatif sur ce qu'on définit par être adulte aussi. Et je commence avec ma première citation que je trouve intéressante. Nous apprenons depuis petit, surtout petite, que notre salut viendra de l'amour romantique et de ses débouchés supposés naturels. Le couple hétérosexuel et une descendance. Nous grandissons avec l'idée que cette fervente passion amoureuse représente l'apogée des relations humaines, une quête dans laquelle il vaut mieux ne pas se louper. Dès lors, pourquoi perdre trop de temps et d'énergie à nourrir d'autres formes d'amour? Et je trouve que c'est vraiment très actuel. Je pense qu'on a tous déjà vécu ce moment où on nous demande quand est-ce qu'on va se mettre en couple, pourquoi on n'est pas en couple, on est une très bonne personne, comment ça se fait? Est-ce qu'on a peur de se faire blesser? Est-ce qu'on a envie d'être tout seul toute notre vie? On veut pas être vulnérable alors qu'en fait, on est aussi des individus qui peuvent évoluer autrement que par le couple. D'ailleurs, au début, les sociétés primitives, elles ont été formées en société, pas forcément logiquement qu'en couple. Donc c'est très perturbant parce qu'on est dans cette ère où la société, c'est un fait, c'est quelque chose de très important et pourtant,
dans la société, le plus important, le plus nucléaire, ça va rester le couple. Et elle essaye de challenger un peu cette pensée en disant que ça commence déjà dès le plus jeune âge par ce qu'on regarde. Et là, il y a plein d'exemples qu'on peut prendre. Je trouve que, on va dire que Barbie, moi j'ai beaucoup regardé Barbie quand j'étais petite, et c'est un peu entre les deux. On a quand même le thème de l'amitié qui reste important, mais on va pas se mentir, Barbie cœur de princesse, c'est l'amour. C'est l'amour qui prime. Barbie réponse, c'est l'amour aussi. Et c'est vrai que dès le plus jeune âge, on est un peu ancré dans cette vision-là. Donc Alice, dans son livre, elle mêle des enquêtes qu'elle a pu faire auprès de personnes et des choses qu'elle a pu remarquer dans la pop culture, ce que je trouve vraiment très intéressant. Si on prend l'amitié dans les séries et les films, je vais prendre 2 exemples. Déjà, elle prend Harry Potter en exemple. C'est vrai que Harry Potter, si on prend aussi les valeurs de Gryffondor, etc., l'amitié va rester au centre du film, mais n'empêche, très rapidement, on a quand même le couple Ron Weasley et Hermione Granger qui est là depuis le début. On sent la tension depuis le début et on attend juste qu'ils se mettent ensemble. Et on a Harry qui est un peu en quête de trouver quelqu'un. Et elle parlait du fait que le dernier plan du film, on les voit sur le 9/3 avec Hermione et Ron qui sont ensemble, Harry et Ginny qui sont ensemble. Bon, si vous avez jamais vu Harry Potter, c'est un léger spoil, mais je pense qu'à ce stade, tout le monde est au courant. Et on les voit avec leurs enfants qui courent et qui vont pour la première fois à Poudlard. Et elle disait que c'est fou parce qu'on est censé quand même parler d'un trio, d'une amitié importante, et pourtant le dernier plan reste et ils vécurent heureux, ils se marièrent et ils eurent des enfants. Donc on reste beaucoup dans cet imaginaire-là. Et on peut prendre plein d'autres exemples. On a même Scooby-Doo. Je sais pas si vous avez regardé Scooby-Doo assez longtemps, mais c'est pareil. À un moment donné, on a Vera et Sammy, et on a Daphné et Fred. Et ça casse un peu cette dynamique d'amis. Un exemple qui me tient particulièrement à cœur, parce que si vous me connaissez maintenant depuis quelques temps, ou si vous apprenez à me connaître, j'adore la série Friends. Et on a quand même le nom Friends, donc on est sur un groupe d'amis. Et pourtant, c'est vrai que si on remet en perspective, beaucoup de leurs histoires vont tourner autour de cette quête de trouver leur moitié. Et on a aussi des amourettes entre certains personnages et d'autres histoires d'amour qui tiennent bien plus longtemps. Et je dis pas que l'un n'exclut pas l'autre, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que le sujet principal de leur discussion, ça va être ça. Et notamment les épisodes de flashback, on en a quelques-uns. Je me demande si c'est pas la saison 2. C'est Janice, qui est la copine de Chandler, qui va lui demander, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il se passe un truc tous ensemble, qu'il y ait un qui essaye de pécho un autre dans le groupe, et on a Chandler qui réfléchit. En fait, tous les personnages vont réfléchir et on va être dans un flashback et on va voir que oui, ça s'appelle Celui qui a failli ou quelque chose comme ça l'épisode. Et en fait, ils ont tous failli sortir avec au moins un des membres de leur groupe. Et ça met vraiment en question, est-ce qu'une amitié fille-garçon existe ? Est-ce qu'on peut juste être amis dans un groupe, ou est-ce qu'il y aura forcément des moments où les sentiments vont prendre une autre tournure ? Donc c'était une question qui m'intéressait assez puisque je l'avais demandé en story sur Instagram. Et étonnamment, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui pensaient que l'amitié homme-femme ne pouvait pas exister. Et si jamais vous voulez le développer dans les commentaires, ça m'intrigue beaucoup. Parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu intégré dans mon groupe d'amis. Enfin, je considère pas forcément que parce qu'on parle à un garçon, on va forcément vouloir sortir avec ou vice-versa. Mais c'est vrai que dans le collectif, en général, on a souvent cette tendance à penser que c'est pas possible d'être amis fille-garçon. Et malheureusement, avec des shows qui contribuent un peu à renforcer cette image, c'est vrai que c'est compliqué de se projeter dans une amitié purement platonique. Et Alice, dans son livre, après cette partie où elle donne pas mal d'exemples, elle essaie de montrer que, au contraire, les amitiés, ça permet tellement de choses. Pour elle, l'amitié, c'est un lieu d'émancipation. C'est de la découverte de soi des autres, et ça permet de tisser des liens qui sont variés et pas forcément dans le but de construire une vie affective, amoureuse avec cette personne. Ce qui mène donc à la partie numéro 2 que je trouve très intéressante, c'est la notion d'amitié chez les hommes.
En fait, on a quand même beaucoup d'a priori dans cette société. Quand des hommes sont trop proches, etc., on va les catégoriser un peu comme des femmelettes, des gays, je mets entre guillemets bien sûr, parce que on attribue le fait que les amitiés très fortes, très fusionnelles, qui t'apportent quelque chose, c'est forcément quelque chose entre les filles. Forcément, ça va être pour les filles, parce qu'on est des filles, donc on va connaître ce genre d'amitié plus que les garçons. Ça déjà, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment alarmant et qu'il faudrait déconstruire dans notre société d'aujourd'hui. Et elle expliquait aussi que les hommes se retrouvaient à l'âge adulte avec peu d'amis, vraiment d'amitié très très forte. Et là, ça m'a fait penser à un épisode, je parle souvent de ce podcast, c'est de Psychology of Your 20s, donc si vous écoutez un peu des podcasts en anglais, elle est géniale. En fait, Gemma Sbeg, elle a ce podcast et elle étudie un peu des faits psychologiques, elle essaie de les banaliser pour qu'on puisse les comprendre. Et récemment, elle a fait un épisode sur le male loneliness. De toute façon, je mettrai la petite image. Et si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est que souvent on parle de la solitude chez les femmes. La solitude en général, apparemment, ça a été relevé que c'est beaucoup plus les femmes que les hommes à voir. Je ne sais pas comment ils ont pris leurs statistiques. Et il y a eu un mouvement aux États-Unis d'hommes qui se sont insurgés en disant que eux aussi ressentaient de la solitude, c'est juste qu'ils l'exprimaient peut-être pas de la même manière ou peut-être pas du tout. Et donc, dans cet épisode, on voyait que les exemples en fait de solitude qu'ils avaient pour la plupart, et c'est là où c'est un peu problématique, c'est que c'était des hommes qui essayaient d'être amis avec des femmes, mais qui avaient quand même une idée en tête de vouloir sortir avec ces femmes-là. Au final, ils se font friendzone, donc ils veulent plus parler à ces femmes et ils sont seuls. Et elle le développe beaucoup plus que ce que je suis en train de dire, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, on a déjà cette catégorie d'hommes qui ont du mal à comprendre vraiment ce que ça implique une amitié, qu'on ne peut pas donc dépasser certaines limites, et on a l'autre catégorie qui n'arrive pas du tout à extérioriser ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est dû justement à ce modèle un peu classique où soit tu trouves une femme, dans ce cas-là, tu peux te confier à elle librement, et encore quand les hommes arrivent à le faire, bien sûr. Sinon, tu te confies pas forcément avec tes amis garçons. Et ça, c'est très perturbant parce que c'est vrai que pour le coup, chez les femmes, je pense, enfin moi en tout cas dans mon groupe d'amis, je trouve qu'on parle un peu vraiment de tout. Si on a quelque chose qui nous tracasse, si on a une crainte, etc., on ose le soulever. Et voilà, donc je ne sais pas si c'est ok, enfin si c'est comme ça pour tous les garçons, mais j'ai l'impression que ça se fait un peu moins chez les hommes. Elle expliquait justement que c'était là même où l'amitié serait encore plus importante, parce que si on arrivait vraiment à trouver un équilibre homme-femme, ça leur permettrait déjà de côtoyer des femmes qui sont en dehors de leur cercle familial, donc sœurs, cousines, tantes, mères, et de comprendre aussi peut-être toutes les inégalités que les femmes subissent en journée, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, sur les salaires, etc. Et de se mettre un peu plus à leur place et de trouver un moyen d'équilibrer un peu plus les relations. Et que aussi, l'autre point, c'est que forcément, puisque ces hommes-là n'ont que très peu d'amitié avec la gente, que ce soit féminine ou masculine, s'ils ont un partenaire, ils vont attendre que leur partenaire prenne toute la charge émotionnelle. Et malheureusement, c'est pas possible. Même si on est en couple, même si on a envie d'être là pour la personne, il faut se rendre à l'évidence que des fois, la personne elle est pas forcément disponible, et que c'est là aussi où c'est bien d'avoir des points de vue extérieurs, de pouvoir parler à d'autres personnes, et qu'il y a vraiment ce souci, si on n'a pas d'amitié forte, d'amitié assez profonde, comment on fait pour pouvoir se confier. Et lorsqu'on a des amitiés hommes-femmes qui fonctionnent, on a souvent des personnes qui vont remettre en question cette amitié. Et là, je prends un exemple qui va être très clair, page 65. De manière générale, celles et ceux qui ont des amitiés mixtes sont amenés à constamment se justifier. Ma relation avec mon meilleur ami est souvent remise en question par notre entourage qui s'imagine qu'il y a forcément anguille sous roche ou que je serai une vilaine tentatrice qui le fait courir. Et ça, c'est terrible de se dire que même quand on essaye de changer un peu ce mode de pensée et de faire des amitiés mixtes,
forcément il y aura toujours des personnes qui vont dire « Mais t'es sûr que tu veux pas sortir avec lui parce que vous êtes grave proches ?» Ben non, pas forcément. Il y a des fois on peut juste garder ce lien. Et donc, pour Alice, l'amitié, déjà qu'il n'y a pas une place vraiment très importante dans la vie, alors si on rajoute le fait que les hommes ont du mal à parler de leurs sentiments, ont du mal à avoir un cercle d'amis en dehors de leur partenaire, qu'en plus, entre hommes et femmes, il y a ambiguïté souvent et qu'on a les idéaux des autres qui rentrent en jeu et qui continuent à faire de cette notion amitié homme-femme impossible, où est-ce qu'on va ? Et là, je reprends une citation de Alice. « Envisager une manière plus large de se côtoyer entre femmes et hommes, c'est confronter les seconds à une expérience féminine dont ils ont appris à ne pas se soucier, voire à dénigrer. Cela implique de les amener à mesurer ce que leurs privilèges et comportements récurrents peuvent avoir comme conséquence directe sur des femmes qui ne sont ni leur mère, ni leur sœur, ni leur petite copine. Car l'interdit originel autour de l'amitié femme-homme est l'un des nombreux ressorts du patriarcat qui permettent à la domination masculine et aux violences de genre de continuer à prospérer en toute quiétude. » Elle parle aussi d'un dernier point dans cette amitié entre hommes qui est intéressante, c'est que lorsque les garçons sont ensemble et qu'ils ont tendance à reprendre, on va dire, cette place que l'amitié a, on va forcément tomber dans des clichés de meute de loups au final. Il y en aura forcément un qui va être un peu le mentor des autres et c'est pas pour autant qu'ils vont forcément parler de leurs sentiments. Ça, je vous laisse découvrir dans le livre si jamais ça vous tente. Et on passe à notre prochain point, la notion de l'amitié chez les femmes. Si on pense que l'amitié chez les femmes c'est mieux, eh ben on se trompe parce que là aussi il y a des soucis mais ils sont complètement liés à ce que je viens de dire juste avant. Je pense que ça nous est toutes déjà arrivé d'avoir un groupe d'amis féminins, voilà, on est plein de filles, c'est trop bien. Et pour autant, il y a une sorte de rivalité qui va se créer, surtout s'il y a des hommes dans les parages. Les femmes sont en constante compétition. Et là, Alice, elle prend l'exemple de la série Desperate Housewives. Je pense que vous l'avez tous déjà vu passer, tous déjà vu 1 ou 2 épisodes. Et c'est vrai qu'on a... surtout au début, la saison 1, on a des femmes qui viennent pas forcément du même milieu, qui ont pas forcément la même expérience, qui se retrouvent un peu toutes ensemble, qui vont faire des commentaires sur le physique de l'une de l'autre, et puis on a aussi toute la trame avec Suzanne qui essaye d'avoir un rencard avec son voisin, et on a l'autre, j'ai plus son prénom en tête, je sais plus comment elle s'appelle, la blonde, qui essayent aussi de séduire ce voisin en question et elles vont finir par se tirer dans les pattes alors que normalement il y a d'autres hommes et au pire on devrait se soutenir entre nous au vu de tout ce qu'on vit déjà. Et moi l'exemple que j'avais envie de prendre, que je connais un peu plus parce que j'avoue Desperate Housewives j'ai jamais tout regardé, c'est Love is Blind, la télé-réalité. Je suis une fervente passionnée de télé-réalité, ce qui est peut-être un peu contradictoire au vu de tout ce que je fais à côté, mais ça me fascine de voir ce que les gens sont prêts à faire pour des expériences, pour le sensationnel, etc. Et le concept de Love is Blind, c'est qu'on a plusieurs hommes et plusieurs femmes qui vont se retrouver dans des capsules, ils ne vont pas se voir et ils vont faire du dating au début sans se voir, jusqu'à une demande en mariage, et c'est là qu'ils pourront se voir face à face. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois, il y aura un triangle amoureux. Bon, déjà parce que je pense que ça marche plutôt bien pour l'audimat, hein, mais on a quand même cette rivalité. C'est souvent 2 femmes en plus qui vont se battre pour un homme. C'est triste parce qu'on en vient à des fois dénigrer le physique de l'autre lorsqu'elles sont en rencard avec le gars en question, ou peut-être raconter des fausses choses sur cette fille en question alors que de base elles étaient amies. Tout ça pour avoir cette idée de séduire et de trouver un mari. Bon, j'ai pas noté la page, mais j'ai la citation sur mon ordinateur, donc je vais le lire. « Cet enjeu est tant bien véhiculé que nous avons fini par l'intérioriser. Le rapport de compétition féminine avec l'idée qu'il faudrait se hisser au-dessus du lot pour être validé s'est imprimé dans nos esprits jusqu'à empoisonner nos relations et parfois même la possibilité d'amitié solide. Dès le plus jeune âge, on apprend les femmes à évoluer à travers le regard des hommes et bien souvent, lorsque des femmes expriment avoir des amitiés sincères,
c'est souvent connoté comme des amitiés de fillettes. Ça, c'est vraiment un des thèmes que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce livre. Et là, on va passer à la partie 4. C'est des exemples d'amitié qui sortent un peu du lot et qui changent un peu ce qu'on a l'habitude de voir pour justement challenger nos façons de penser. Le premier exemple que j'ai trouvé très intéressant, il se passe à Grenoble. Donc c'est deux femmes qui sont amies depuis quelques années maintenant. Ça fait assez longtemps. Et en fait, elles se sont pacsées il y a quelques mois de ça. Et lorsqu'elles ont décidé de se paxer, elles ont fait un repas de famille, etc. Mais personne ne les a vraiment félicitées. Parce qu'on a cette idée que quand c'est un couple, alors là, on fait quelque chose d'énorme. On dit, ouais, super, félicitations, on envoie des messages, on envoie plein de choses. Et quand c'est pour ça, on trouve ça un peu bizarre. Pour elles, le Pacs, c'était pas du tout une manière de provoquer la société. Pour elles, une amitié, c'est tout aussi important qu'une relation amoureuse, voire plus même des fois, et que c'est un contrat que tu signes avec une autre personne pour être là pour elle, l'épauler, la motiver, essayer de la comprendre, de la pousser hors de ses retranchements aussi. Alors pourquoi ne pas utiliser le Pacs pour avoir une preuve d'engagement de cette amitié en question? Décidément, encore une fois, j'ai la citation sur mon ordi, mais je n'ai pas mis la page. Apparemment, j'ai pas été assez traumatisée de mon mémoire. Donc, je vous le lis. En s'engageant en amitié, elles se sentent dans la confiance d'un lien de soutien et de soins inconditionnels où elles partagent des valeurs communes. Le Pacs vient comme une évidence pour officialiser leur appui moral et désormais matériel, mais aussi pour célébrer auprès de leurs proches l'idée même d'amitié pleinement investie. Un autre exemple qui est un peu plus original encore que celui que je viens de vous évoquer, c'est cet homme et cette femme qui sont amis depuis des années et qui ont toujours eu un désir d'avoir un enfant, sauf que leurs partenaires respectifs n'étaient pas forcément dans cette mentalité-là. Et donc, ils vont élever un enfant ensemble. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de faire des enfants sans forcément aller jusqu'au rapport. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu à faire ça. Hein. Ils sont restés amis. Mais ils élèvent un enfant à deux, à voir l'amitié aussi comme un lien de solidarité face à, voilà, par exemple, comment on élève un enfant. Et il y a énormément d'exemples qui sont super intéressants dans ce livre, mais il y a une chose qu'on peut retenir en général, peu importe l'exemple, c'est que peu importe les amitiés qu'ils ont connues, ce genre d'amitié très profonde où on met des packs, où on met des contrats, des choses comme ça, permet déjà vraiment d'apprendre à aimer quelqu'un de manière inconditionnelle, secondement aussi, puisqu'on apprend à respecter les limites de l'autre, on décentralise un peu cette vision du couple où on doit être tout le temps ensemble, est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce qu'il va pas faire des trucs et tout, parce que on est épanoui sur d'autres plans dans notre vie. Ils sont pas centrés sur une seule personne qui va devoir combler tous les besoins, c'est même quasi impossible, même en tant que parent, c'est impossible de combler tous les besoins de son enfant, alors imaginez votre partenaire amoureux. On va conclure cet épisode. Je pense que vous l'avez compris, la lecture de Nos puissantes amitiés, elle a beaucoup résonné en moi. Déjà, je voulais faire un petit disclaimer. Merci à mon ami Damien, avec qui je suis amie depuis ma 6e, de m'avoir offert ce livre parce que je pense qu'il résume vraiment notre amitié. Ça résume aussi cette phase de ma vie dans laquelle je suis maintenant, où j'ai vraiment des amis qui sont très très bien, sur qui je peux compter, et c'est vrai qu'on approche la vie d'une manière différente. On sait que même si ils peuvent pas forcément toujours répondre, qu'ils peuvent pas forcément résoudre tous vos soucis ou avoir la capacité émotionnelle pour comprendre ce que vous ressentez sur l'instant T, ils vont toujours être là pour vous d'une certaine manière. Ça apprend aussi, je trouve, à plus s'écouter nous-mêmes, parce que si on se connaît pas, si on connaît pas nos limites, si on connaît pas nos émotions, nos réactions, on peut pas forcément être très présent dans une amitié parce qu'on va réagir peut-être avec de l'ego, etc. Et lorsqu'on apprend déjà à passer du temps avec soi, à se comprendre, à comprendre ses réactions, on est forcément mieux lorsqu'on est dans nos amitiés. Et aussi dans notre couple, on comprend l'individualité de chacun, mais en même temps l'importance d'être ensemble. Et moi franchement, il y a plein de choses que j'aurais pas fait aujourd'hui si j'avais pas mes amitiés. Même ce podcast, franchement, il a existé avant où j'ai vraiment
mon cercle d'amis, mais mon cercle d'amis a poussé à ce que je fasse des interviews, que je fasse d'autres choses. Et pour ça, j'en suis très très reconnaissante. Je trouve que ce livre, il est super pour plein de points. Déjà, les références à la pop culture, ça fait vraiment remettre en question tout ce qu'on consomme en règle générale. Donc ça, c'était chouette. Toutes les références, elle cite Bell Hooks, bien sûr, on va commencer par là, mais elle cite plein d'autres chercheuses françaises qui travaillent sur cette notion de couple. Et c'est super intéressant parce que moi, il y en a quelques-uns là que j'ai déjà envie de lire. Donc je pense que si vous êtes intéressé par ce genre de livre qui vous challenge un petit peu votre façon de voir les choses et de penser, il est vraiment fait pour vous. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour. Vous partagez vos ressentis aussi face à cette amitié, cette question de trouver des gens avec qui on est très bien aussi, et de me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et pour mes amis qui écoutent mon épisode, eh bien merci. Merci d'être toujours là, merci de m'écouter tous les vendredis. Il y en a beaucoup qui sont très loin de moi en ce moment et ça me fait toujours un petit pincement au cœur, mais je suis contente d'être présente d'une certaine manière dans leur vie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.